Alors, on va pouvoir commencer. D'autres se joindront à nous au fur et à mesure. Il y a eu visiblement quelques petits problèmes pour accéder au lien chez certaines personnes. J'espère qu'elles pourront le résoudre. Merci beaucoup, vous êtes inscrits d'être présents donc, pour ce second webinaire du laboratoire d'idées UT2A pour urgence, transformation agricole et alimentaire, consacré cette fois-ci aux politiques foncières en agriculture. Avant d'introduire ce thème et puis nos trois intervenants et intervenantes sur les problématiques de foncier, je vais laisser la parole à Laurent Levard, qui est agroéconomiste et cofondateur du laboratoire d'idées, qui va vous présenter un peu notre démarche, notre fonctionnement dans le cadre de ce laboratoire. Laurent. Oui, merci Romain. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est effectivement le deuxième webinaire qu'organise le laboratoire UTA, Urgence, Transformation agricole et alimentaire. On en avait organisé un premier sur la place de l'élevage dans la transition écologique des systèmes agricoles et alimentaires. Alors, le laboratoire, en fait, il est tout jeune, hein, ça fait moins d'un an, ou tout juste un an que on a créé ce laboratoire d'idées. Euh, on est tous, voilà, on est des militants, des citoyens intéressés, mobilisés à divers titres sur les questions agricoles et alimentaires, et on est persuadé de la nécessité d'une transformation forte et rapide des systèmes agricoles et alimentaires face notamment à tous les enjeux écologiques, à la question du changement climatique. Et donc, nous avons créé ce laboratoire pour avoir un lieu de réflexion et d'échange sur quelle politique faudrait-il mener dans différents domaines pour pouvoir permettre et accélérer ce type de transformation écologique des systèmes agricoles et alimentaires. Alors, on fonctionne essentiellement en produisant des notes. Il y a deux types de notes. Il y a des notes plus thématiques qui sont, disons, plus importantes. Ça peut être des notes d'une vingtaine de pages et qui donc donnent lieu à chaque fois à la réalisation d'un webinaire. Alors, il y en avait une tout au début, hein, où on avait un petit peu cadré l'objet du laboratoire et les grandes questions qui se posent sur la transition écologique des systèmes agricoles et alimentaires. Il y a eu donc cette note thématique sur la place de l'élevage dans la transition. Et puis, nous avons donc cette troisième note sur les politiques foncières, la politique foncière et l'agriculture, qui est sortie au mois de décembre dernier et donc sur laquelle que vous pouvez consulter sur le site du laboratoire. Alors, à côté de ça, il y a des notes qui sont plus courtes, qu'on appelle des notes d'actualité. Il y en a déjà une quinzaine qui ont été réalisées au cours des 12 derniers mois. Et on a traité différentes questions qui vont de la réforme de la PAC à la question des forêts, à la question de la grande distribution, et puis plusieurs notes aussi qui ont porté sur euh, l'épidémie du Covid, les leçons à retenir. euh, et donc, voilà, sur la Covid, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu également des notes thématiques sur d'autres questions, comme par exemple sur la recherche agronomique. Voilà. Donc, on fonctionne avec une petite équipe d'animation. Il y a un groupe plus important des membres du laboratoire. Chaque membre de laboratoire qui le souhaite peut proposer des notes d'actualité ou des notes thématiques, et donc nous en discutons. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, si vous voulez rejoindre le laboratoire, bienvenue, et donc vous pouvez nous envoyer un mail pour cela.
Voilà. Et puis, j'ajoute que nous avons aussi un, un site internet sur lequel ben, l'ensemble des documents que nous produisons sont regroupés, ainsi que les enregistrements des webinaires. Et donc, voilà, et bon, on a un certain nombre d'outils de communication pour faire connaître nos activités. Voilà, pour l'instant, on en est là. Il est tout à fait possible que, à l'avenir, on se donne les moyens d'avoir d'autres types d'activités. Mais enfin, voilà, pour l'instant, on est surtout sur cette production de notes et qui se veulent donc des contributions à une future politique pour une transformation réelle des systèmes agricoles et alimentaires. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurent. Donc, on va pouvoir commencer notre webinaire à proprement parler sur le thème des politiques foncières. Je vous présente brièvement nos trois intervenants de ce soir, qui sont les trois co-rédacteurs de la note thématique sur cette question du foncier en agriculture. D'abord, Alain Guéringer, qui est chercheur indiscipliné dans un institut public qui travaille sur les problématiques du foncier. Et Alain est également paysan dans le Puy-de-Dôme. Nous accueillons aussi Robert Lévesque, qui est président de l'association Acter, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, et qui est également retraité, ancien directeur du bureau d'études de la Fédération nationale des SAFER. Et puis enfin, notre troisième intervenante, Rosalie Malouf, qui est juriste en droit public et spécialisée dans les thématiques de l'environnement. Donc voilà pour le programme de ce soir. Nous avons à peu près 45 minutes de présentation du contenu de la note thématique qui reflète l'état des réflexions du laboratoire sur cette question. Et ensuite, nous passerons à une partie discussion. Donc, j'en assurerai la modération. Vous pourrez soit poser des questions dans le chat du webinaire Zoom, auquel cas je transmettrai ces questions à nos orateurs, ou alors vous pouvez lever la main, donc utiliser le petit bouton bleu pour lever la main, et je vous donnerai la parole pour une question orale. Voilà, je vous remercie encore une fois et je laisse la parole à Alain pour démarrer cette présentation. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est moi qui vais commencer pour le collectif des trois personnes qui avons travaillé sur cette note. Je dirais juste une petite introduction avant de rentrer dans la note. Je ne sais pas, j'imagine que pas mal de gens l'ont parcouru ou lu de manière un peu détaillée. Ce que je dirais peut-être en introduction, c'est qu'il faut, enfin pour moi, on est sur un document qui demande à être travaillé. On est dans une logique de laboratoire d'idées avec des mises en débat, et sur un sujet d'autant plus comme celui-là, voilà, les idées ont vocation à évoluer au fil des débats qui vont être engagés. La question s'était posée, est-ce qu'on publie tout de suite la note et on met en débat dans la foulée derrière en webinaire? Est-ce qu'on attend avant de retravailler encore cette note? Le choix a été fait de la publier, sachant que voilà, donc vous avez un document qui précise les choses, l'état actuel des réflexions sur le sujet. Donc moi, je vais commencer par vous déjà évoquer la première partie, donc celle qui, dans la note, s'intitule « La question foncière ». L'objectif de cette première partie, c'était de poser un peu les choses sur de quoi on parle, ne serait-ce que parce que quand on a démarré les débats entre nous, on s'est rendu compte que finalement, on avait un certain nombre d'idées communes sur des objectifs, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des points un peu des décalages sur les représentations qu'on avait de cette question foncière, et du coup, finalement, ça introduisait des fois des besoins de précision pour bien se comprendre. Et donc, en fait, on a jugé nécessaire de reporter une introduction sur de quoi on parle dans la note elle-même. Alors, ça fait référence déjà, bien sûr, au vocabulaire, puisque ça fait d'abord référence à ce qu'on dit du mot foncier dans le dictionnaire, qui est d'abord un adjectif qui s'applique à différentes choses, mais qui renvoie à l'idée d'un bien-fond. Par extension, c'est aussi un nom commun qui renvoie, alors,
sur la terminologie du dictionnaire, à quelque chose de très proche de la propriété, mais dans le langage commun, quelque chose qui s'est quand même bien étendu à la notion d'espace en tant qu'étendue terrestre, pas en tant que cosmos, en tant qu'étendue terrestre, et avec tout ce qui va tourner autour de droits qui sont rattachés à cet espace. Du coup, ça nous a amené à apporter quelques petites précisions sur la propriété et j'ai envie de dire aussi par différenciation avec la notion d'appropriation, puisque l'appropriation, elle peut être lue sur n'importe quelle société, la manière dont elle a construit son appropriation des ressources sur un espace. Quand on parle de propriété ici dans le document, on renvoie plus spécifiquement à la manière dont il est construit dans le droit français. À partir du moment où ça renvoie beaucoup à du droit, le foncier, ça renvoie forcément au cadre juridique des différents États. Voilà, donc on a apporté quelques précisions sur la propriété, donc de quoi elle se compose, usus, abusus, fructus, à quoi renvoient ces trois termes, le droit d'utiliser un bien, le droit d'en retirer les fruits, c'est-à-dire les revenus, et l'abusus, le droit d'en disposer, étant entendu que d'en disposer, ça peut recouvrir plusieurs choses, ça peut vouloir dire le donner, le détruire, le vendre, voilà, qui une fois qu'on applique ce cadre-là à la question foncière, renvoie forcément à des exceptions un petit peu particulières dans la mesure où on l'applique à un bien qui est par définition immeuble et donc avec des règles de déclinaison de ces termes, usus, abusus, fructus, un petit peu particulières. Voilà, donc quand on renvoie la question de la propriété à la notion de foncier, enfin donc à l'espace, ça veut dire qu'effectivement, on va décliner les droits qui s'y appliquent avec au centre, bien sûr, le droit de propriété, mais dans ses multiples déclinaisons, à savoir qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas, comment il s'est construit au fil du temps et du coup, quels sont les éléments qui l'englobent, avec des façons de voir un petit peu différentes des choses. C'est les restrictions au droit de propriété, c'est-à-dire des choses qu'on aurait pu données au départ et qu'on a retirées progressivement, ou des choses qu'on n'a pas données au départ dans le contenu de ce droit de propriété. Ça peut être tout ce qui aujourd'hui demande une autorisation administrative parce qu'elle va à l'encontre de l'intérêt commun et qui évolue au fil du temps avec l'enrichissement des cadres juridiques, c'est-à-dire que le droit de l'environnement a introduit de nouvelles restrictions au droit de propriété qui étaient permises à une époque et qui ne le sont plus aujourd'hui. Voilà, donc un droit qui évolue au fil du temps. Voilà, donc peut-être je dois avoir à peu près atteint le temps à peu près pour cette partie-là. Et moi, je reviendrai en fin de présentation de la note sur les éléments de la dernière partie. Je laisse la parole à, je crois, Robert maintenant. Alors, ça sera plutôt moi. Ça sera donc bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter rapidement les menaces quantitatives et qualitatives qui pèsent sur nos surfaces végétales terrestres aujourd'hui. Là aussi, c'est dans l'intro, donc ça sera assez succinct, mais donc concernant les menaces quantitatives, on a l'artificialisation des terres qui est un vrai désastre pour notre environnement aujourd'hui. Et cette artificialisation, elle désigne une diminution de la part des sols affectés aux activités agricoles, forestières et espaces naturels. Et ces surfaces, elles augmentent de 50 000 à 60 000 hectares par an. Et entre 1960 et 2010, on estime même que ces surfaces ont doublé, qu'elles sont passées de 2,5 millions d'hectares à 5 millions. Et à ce rythme, entre 2010 et 2060, les surfaces artificialisées pourraient augmenter de 2,5 à 3 millions d'hectares. Donc, c'est vraiment très alarmant. En plus, ce sont souvent les terres les plus fertiles qui sont prises pour cible. Et l'actualité, elle est riche en exemples du danger que constitue cette artificialisation des sols. Déjà, je trouvais intéressant d'évoquer le développement des énergies vertes, aussi les parcs photovoltaïques, en particulier.
Parce qu'au lieu de privilégier des zones déjà urbanisées, les industriels ciblent les terres boisées. On a l'exemple de Réauville, enfin c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais qui est une petite commune de la Drôme, où 10 hectares de forêt a disparu et le maire avait invoqué la nécessité de trouver des revenus pour compenser la baisse de la dotation générale de fonctionnement aux communes. Donc ça aussi, ça relève que les moyens des communes, c'est un point important pour lutter contre cette artificialisation. On a aussi une actualité très récente qui montre que le cadre législatif ne protège pas du tout contre l'artificialisation. Là, le 18 décembre 2020, il y a la Cour administrative d'appel de Versailles qui a rétabli le plus de Gonesse qui avait été annulé en première instance. Et on a ainsi relancé la possibilité d'urbaniser 280 hectares de terres agricoles qui sont situés à 15 km de Paris. Et tout ça pour permettre la construction d'un méga centre commercial et aussi un quartier d'affaires. Donc voilà, c'est en cours. Il y a eu un recours devant le Conseil d'État qui a été annoncé. Mais voilà, la Cour estime que l'urbanisation de ces terres serait compatible avec les dispositions du Code de l'urbanisme. Et il y a la loi ASAP aussi, la loi d'accélération et simplification de l'action publique, qui a encore fragilisé la protection des terres. Il y a l'article 25 en particulier qui réduit le champ de l'enquête publique et qui permettrait au préfet de les remplacer par des consultations en ligne. Bon voilà, en tout cas, tout ça, c'est effectivement, ça dénote le manque de cadre législatif sur cette question. On a aussi des menaces qualitatives des sols, bien sûr, qui sont tout aussi inquiétantes. Les espaces naturels qui sont altérés par les activités humaines, mais qu'elles soient agricoles ou non. Pour ce qui est des pratiques agricoles, bon, il y a l'érosion qui est aggravée par certaines pratiques, la culture en pente, l'arrachage, le tassement des sols. Il y a aussi l'irrigation qui pose problème à partir de réserves salées, qui conduit, selon la FAO, à la perte d'1 million d'hectares de sol par an. Et puis les intempéries qui provoquent, qui s'accentuent avec le changement climatique et qui provoquent d'autant plus de dégâts que ces sols sont déjà fragilisés. Et là aussi, on estime que 0,3 à 0,5% de la couverture du sol disparaît chaque année. Donc voilà. Je passerai maintenant la parole à Robert. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc pour compléter, je dirais toujours l'introduction, on a voulu mettre en avant le fait que le sol, et surtout le sol qui permet le développement des végétaux, donc l'ensemble des espaces végétaux terrestres constituait un commun. Alors la notion de commun est pas toujours bien précise. Il y a plusieurs notions de commun. On peut comprendre un commun comme une construction, des réalisations communes, des connaissances, une encyclopédie, une langue et tout ça. Mais là, on dit que les espaces végétaux terrestres constituent un commun dans la mesure où ils sont limités et dans la mesure où il y a concurrence, où il y a rivalité entre des usagers divers et variés de ces sols. Donc, il y a d'abord une rivalité et en même temps, ces sols assurent un certain nombre de fonctions écosystémiques, notamment la fourniture de biomasse agricole, de biomasse alimentaire, de biomasse énergétique, de biomasse de matériaux. Et notamment par rapport à la biomasse alimentaire, tout le monde a droit à l'accès à ces ressources. Dans l'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme l'indique bien. Et donc, personne ne peut être privé de ces ressources et donc il n'y a pas d'exclusion. Donc, à partir du moment où on a des ressources limitées et qui doivent être accessibles à tout le monde, on peut dire qu'on a affaire à un commun. Alors, ça renvoie à des notions économiques,
Mais là, on a utilisé le terme commun et on n'a pas utilisé le terme de bien commun, dans la mesure où le terme de bien commun pourrait suggérer qu'on puisse vendre ou ce bien. Or, on l'a développé ça au travers dans la note. La ressource, en tant que telle, n'est pas appropriable, n'est pas à consommer, n'est pas à détruire, elle n'est pas à vendre. Enfin, ce qui constitue ces espaces, le sol, le sable, n'est pas à vendre. Donc, c'est pour ça qu'on parle de commun. Ce n'est pas un adjectif, mais c'est bien un substantif. Ce que l'on veut dire aussi, qu'à partir du moment où il existe un commun, ça suppose, pour que tout le monde puisse avoir accès à ce commun, d'une part, qu'on doit préserver ce commun et qu'on doit trouver des moyens de partage, et notamment donc dans l'accès à l'usage de ce commun. Et on peut dire que si on dit commun, eh bien, il faut dire également communauté. Sans communauté, le commun s'effondre. L'autre aspect, c'est qu'on parle de commun global, mais il est évident que si on détruit, on affecte le commun localement, on affecte le commun local. Et on le verra dans les propositions, il est important de créer des communautés pour gérer aussi ce commun au niveau local. Et puis, l'autre chose, c'est étant donné les fonctions écosystémiques de ce commun, on voit bien que tout le monde est impliqué, que ce n'est pas simplement une affaire d'agriculteurs, de forestiers, mais que c'est bien une affaire de citoyens et une affaire politique globale. Voilà sur les communs. La suite. Oui, alors la suite, c'est peut-être aussi à moi. Donc, on a l'autre constat, c'est la concentration des droits d'usage des espaces agricoles. Donc, on ne va pas donner beaucoup de chiffres, mais on est bien dans une dynamique, que ce soit au niveau France ou au niveau européen, à une concentration des terres au sein d'unités de production agricole. C'est-à-dire qu'on a un nombre de plus en plus réduit d'unités de production agricole avec des surfaces de plus en plus grandes. Et on a, que ce soit en France ou en Europe, une très grande hétérogénéité de ces unités de production. Et si on se réfère aux chiffres d'Eurostat de 2016, on a 3,3% des unités de production qui occupent 53% de la surface agricole en Europe. Donc, une très forte hétérogénéité. Et je voudrais souligner le fait que cette concentration foncière, au niveau des chiffres, est très sous-estimée. Elle est très sous-estimée parce que l'Union européenne ou les services statistiques connaissent les unités de base de production qui demandent, par exemple, des aides communautaires. Je vais illustrer l'exemple, je vais dire pourquoi c'est sous-estimé à partir d'un exemple qui est très simple. On a une holding, Spearhead International, qui est une société basée au Royaume-Uni et qui a 5 filiales, donc une au Royaume-Uni, une en Pologne, une en Tchéquie, l'autre en Slovaquie et encore une dernière en Roumanie. Et chacune de ces filiales a des filiales locales. Donc, il y a sans doute 25 à 50 sites
qui peuvent être peut-être 50 sociétés, entités juridiques qui sont connues de l'Union européenne, mais on ne connaît pas, l'Union européenne ne connaît pas la holding Spearhead International. Et en France, on a les mêmes systèmes. Une étude de la Fédération nationale des SAFER avait bien montré que derrière 50 unités de base qui demandaient des aides européennes, eh bien, il y avait finalement que 18 unités de gestion. Donc, la concentration foncière est beaucoup plus importante que ce que peuvent faire apparaître les chiffres. Il y a encore aussi un autre phénomène, qui existe notamment en France, notamment en viticulture et dans les grandes cultures, où un propriétaire ou un fermier, donc quelqu'un qui a des droits d'usage des terres, eh bien, confie l'ensemble du travail agricole à une entreprise de travaux agricoles. Et donc, on peut avoir des personnes qui sont propriétaires et fermiers sur 50 hectares, 100 hectares, et qui laissent gérer toutes leurs terres par des unités de travail agricole. Donc ça, c'est une manière de contourner le statut du fermage en France, mais l'unité de gestion n'est plus détenue par le propriétaire ou par celui qui se dit agriculteur, mais bien par l'entreprise de travaux agricoles. Et aujourd'hui, on a l'entreprise de travaux agricoles qui gèrent plus de 3000 hectares de la sorte. Alors, cette concentration des terres, en France du moins, et même en Europe, fait que l'on bascule, au moins pour l'Europe de l'Ouest, d'une agriculture familiale, d'une agriculture paysanne, à une agriculture de firme. Dans l'agriculture familiale, les travailleurs agricoles détiennent les droits d'usage, que ce soit par la propriété de la terre ou par le fermage, et assurent le travail sur l'unité de production. Et donc, ils ont, d'un point de vue au niveau de la logique économique, ils ont tout intérêt à maximiser la valeur ajoutée sur les surfaces dont ils ont les droits d'exploitation. À l'autre bout, on a une autre figure qui est l'agriculture de firme, où on va, et ces exploitations, on les voit notamment en Roumanie, en Allemagne de l'Ouest ou autre, en Allemagne de l'Est, mais elles commencent à arriver également au niveau français. On a donc des unités de production qui sont des unités de production à capitalistes, à actionnaires et à salariés agricoles. Et à ce moment-là, la logique économique n'est pas du tout la même. La logique est d'avoir pour les actionnaires un retour maximum sur l'investissement qu'ils ont pu avancer pour financer l'unité de production agricole. Et leur intérêt, c'est bien de maximiser le retour, et donc, la plupart du temps, ils n'ont absolument pas intérêt à être propriétaires des terres. Ils préfèrent donner 1, 2 ou 3% aux propriétaires des terres pour pouvoir dégager des retours sur investissement supérieurs à 4%. Ce qui est important, c'est que ce schéma d'unité de production capitaliste ne peut se faire que sur des grandes échelles et avec une simplification des systèmes de production, avec une forte mécanisation sur des grandes parcelles, avec une robotisation importante, et puis avec un travail salarié, saisonnier, temps partiel et tout ça. Et ce que l'on voit au niveau de l'évolution des unités de production en France, c'est que petit à petit, on passe très progressivement d'une agriculture familiale à une
une agriculture de firme. À partir d'unités de production familiale qui s'agrandissent, on a de plus en plus de capitaux non familiaux au sein de l'unité de production, et donc progressivement une part de la valeur, enfin une part croissante de la valeur ajoutée dégagée au sein de l'unité de production revient aux actionnaires de l'unité de production. Et progressivement, ces exploitations familiales embauchent de plus en plus de salariés et éventuellement peuvent être reprises par d'autres personnes morales. Dernier point que je veux ajouter, c'est que la constitution de ces unités de production, se fait de plus en plus grosse, eh bien, elle se fait à partir du marché des terres, à partir des différents marchés des terres, des marchés qui permettent de mettre la main sur des droits d'usage. Donc, bien sûr, c'est le marché des terres, le marché des terres libres, qui fait que quand on achète des terres libres, eh bien, on peut les exploiter. Mais c'est tout ce qui est le marché des locations. Lorsqu'il y a des terres à louer, eh bien, il y a une concurrence et c'est bien celui qui peut qui apporte le plus de garanties, qui éventuellement accepte de payer le loyer plus fort, qui emporte l'enchère. Et puis, avec donc l'émergence depuis une trentaine d'années des exploitations sociétaires, eh bien, c'est le marché des actions de sociétés de production agricole qui permettent à certaines personnes de rentrer dans le capital d'unités familiales, comme j'ai dit, et de constituer des unités de production relativement importantes avec des holdings éventuellement. Donc, c'est le marché foncier qui est, les trois marchés différents qui permettent la concentration des terres. Et s'il n'y a pas de régulation, eh bien, on assiste à une concentration des terres relativement importante. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la note. Alors, je pense que c'est mon tour. Donc merci Robert. Donc moi, je vais vous parler des politiques de structure dont le cadre législatif est aujourd'hui assez inefficient. Donc on a vu qu'il existe différents marchés liés à la terre et à son droit d'usage. Et comme cette terre, c'est notre commun, donc ce n'est pas une marchandise comme une autre. Et les marchés liés à la terre, ils nécessitent une régulation à travers la mise en place d'une politique des structures qui permettent de répondre à l'intérêt collectif. Historiquement, ces politiques, elles ont connu leur essor au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les unités de production étaient trop petites et morcelées. Et le choix, il a été fait de moderniser ces unités familiales et donc de privilégier quand même le modèle de l'agriculture familiale plutôt que de s'appuyer sur des grandes exploitations à salariés. Et plusieurs outils de régulation ont été mis en place à ce moment-là pour répondre à cet objectif. Donc, on a d'abord eu une régulation des formes de faire-valoir indirectes avec la promulgation de la loi sur le fermage en 1946. Et bon, cette loi, c'était une loi très importante qui a donné satisfaction à une revendication historique des petits producteurs en établissant le statut du fermage. Alors, il est défini maintenant par le code rural, consistant en un contrat par lequel le propriétaire confie l'usage de ses terres au fermier en échange du paiement d'un loyer. Le prix il est encadré par arrêté préfectoral. La durée du bail est de 9 ans minimum et le renouvellement du contrat est tacite. Donc, ce statut il a aidé économiquement les producteurs, il a sécurisé les conditions de vie du fermier, permis un accès aux biens agricoles sur le long terme. Donc, ils ont pu investir dans la durée. Elle a aussi rendu possible des agrandissements beaucoup moins onéreux que si les producteurs avaient dû acheter la terre. On a aussi l'accessibilité du bail qui est interdite, qui est les exceptions faites au cas de transmissibilité au profit du conjoint ou des descendants.
Mais bon, aujourd'hui, il y a des limites à ce statut du fermage. Il y a des pratiques déjà illégales qui se sont développées pour les transferts des terres en location. Alors que, comme je vous disais, la loi sur le fermage garantit que le propriétaire soit le seul à décider à qui il loue les terres. Il y a aujourd'hui des transferts de baux qui sont souvent organisés par les fermiers, qui exigent le versement d'un pas de porte. Donc, le locataire, ça consiste pour le locataire entrant à verser un montant qui est parfois très important à l'exploitant sortant pour s'assurer la reprise du bail. Et ça peut constituer une partie significative du prix d'accès au foncier et c'est très handicapant pour de jeunes exploitants qui souhaiteraient s'installer. On a par exemple au Nord-Pas-de-Calais, le montant du pas de porte est en moyenne de 10 000 € l'hectare. Il peut aller jusqu'à 27 000 € l'hectare. Et donc, pour une propriété de 60 hectares, ça nous fait presque 1 million d'euros de pas de porte. Donc, voilà, c'est des montants qui peuvent être très importants. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ça s'explique aussi parce qu'il y a une pression très forte sur le foncier. Mais voilà, c'est quand même ça a des répercussions, comme je vous disais, sur l'installation des jeunes agriculteurs et ça permet pas d'orienter les terres vers des producteurs agricoles qui ont des projets dont la priorité est de générer le plus de valeur ajoutée, le plus d'emplois, développer des systèmes de production qui améliorent les fonctions des espaces naturels. Voilà. Robert nous avait parlé tout à l'heure aussi des entreprises de travaux agricoles. Là aussi, on a un contournement du statut du fermage. Bon, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus parce que Robert nous en a parlé. Mais ça aussi, c'est un gros problème. Donc, un deuxième outil de régulation qui s'est mis en place dans les années 60, c'est le contrôle des cumuls, qui deviendra le contrôle des structures. Donc, la loi d'orientation de 1962, elle avait pour objectif d'empêcher les cumuls des terres et pour se rapprocher d'une unité de production à 2 unités de travailleurs. Et elle a défini des seuils pour encadrer la superficie d'une exploitation agricole. Et à partir de ces seuils, la loi a soumis une autorisation d'exploiter préalable tout agrandissement, que ce soit par l'achat ou la location, des unités de production qui auraient pour conséquence de dépasser la superficie maximale ou de faire descendre une exploitation existante sous le seuil minimum. Alors, ce simple contrôle des cumuls, il va progressivement évoluer vers des interventions plus larges. Il y a la loi d'orientation de 1980 qui parle de contrôle de structure, donc c'est ce qui est, voilà, c'est aujourd'hui ce qui existe aujourd'hui. Donc, on ne limite plus le contrôle aux agrandissements, mais on élargit le champ d'application de la demande d'autorisation d'exploiter au cas où il y aurait installation ou regroupement d'exploitation. Mais bon, là aussi, il y a plusieurs points d'achoppement à l'efficacité de cet outil. Déjà, en fait, le contrôle des structures, bon, aujourd'hui, il est de la compétence du préfet de région qui s'appuie sur les services des directions départementales des territoires. Et dans chaque région, il y a un schéma directeur régional qui est fixé au niveau local et qui oriente, qui fixe surtout les orientations du contrôle. Et ça crée une déclinaison par région et ça cause une inégalité entre les agriculteurs parce qu'on a des seuils de surface au-delà desquels le contrôle de structure s'applique, qui est très inégal selon les territoires. Puis on a aussi une incohérence qui tient au droit communautaire. Donc la Commission européenne, elle autorise la régulation des marchés fonciers, mais elle ne prend pas en compte les décisions nationales. Et donc, peu importe si l'exploitation est illégale au regard du droit interne, l'exploitation peut tout de même percevoir les aides de la PAC, parce que exploiter les terres, c'est un critère suffisant pour percevoir ces aides. Donc voilà. Troisième outil de régulation, troisième et dernier, qui permet de contrôler les marchés fonciers, ce sont les SAFER, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Donc les SAFER, elles ont été créées en 1960 pour réguler les marchés fonciers, comme on l'a dit. Et donc elles sont présentes dans chaque région
Elles ont pour mission essentielle de réguler le prix des terres, éviter la spéculation foncière, garantir la transparence du marché foncier et orienter les terres vers des projets qui concourent à l'intérêt général. Bon, c'est une liste non exhaustive, mais voilà. Pour mener ces missions, la SAFER elle dispose de deux outils. Donc, il y a le droit de préemption et la substitution. Dans le cas d'une préemption, elle doit acheter le bien avant de le revendre. Dans le cas d'une substitution, elle n'intervient qu'en tant qu'intermédiaire. Dans le cadre du droit de préemption, la SAFER, si elle estime souhaitable, peut prendre la place de l'acheteur lors de la vente de la terre agricole. Et si la SAFER considère que le prix est trop élevé par rapport au marché, elle peut même proposer un prix qui est revu à la baisse. Mais dans les faits, les SAFER utilisent peu ce droit de préemption. Il est présent dans moins de 10% des cas. Et de manière générale, elle encadre des transactions foncières à l'amiable. Alors pour faire un rapide bilan sur les SAFER, ce système de régulation des marchés fonciers a permis d'éviter une forte concentration des terres, mais ces actions, on remarque que ces actions privilégient au fil des années l'agrandissement quand même des unités de production plutôt que l'installation des jeunes. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. On observe déjà que les SAFER ne sont plus adaptés à la situation présente, en particulier parce que les outils dont elles disposent pour réguler le marché, elles sont aujourd'hui lacunaires. Robert en a parlé longuement, et donc on a le développement des formes d'agriculture sociétaire qui ne sont pas soumises au contrôle des structures. Jusqu'en 2014, les transferts de parts sociales ou d'actions des sociétés, de ces formes de sociétés, elles échappaient totalement au contrôle des SAFER. Et il y a une avancée en 2014 et aujourd'hui, il existe quand même une obligation d'information préalable aux SAFER sur la cession des parts sociales, mais ça ne permet pas aux SAFER d'agir. Enfin, ça lui permet pas vraiment. Enfin, il y a toujours des montages financiers qui sont faits parce qu'elle peut agir que si 100% des parts sont vendues. Donc, c'est un outil qui est obsolète et qui ne permet pas d'enrayer le processus qu'on observe aujourd'hui de financiarisation du foncier. Et puis, ça crée aussi une opacité du marché parce qu'il n'y a plus de visibilité sur les transactions et ça induit une montée des prix du foncier. Donc voilà, il y a aussi un manque de transparence SAFER qui est parfois invoqué. Avant 1980, il y avait seulement une organisation représentative agricole qui était reconnue au sein de la SAFER, c'était la FNSEA. Et puis d'autres organisations ont accusé les SAFER de privilégier l'agrandissement des exploitations existantes. Mais c'est seulement en 2012 que la loi a contraint les SAFER à mettre à disposition de toutes les organisations de producteurs les déclarations d'intention d'aliéner un bien agricole envoyé par les notaires. Donc ça, c'est une information essentielle pour ces organisations de producteurs. Ça leur permet de pouvoir faire pression pour mener des actions qui visent à réguler la taille des exploitations dans chaque région. Il y a aussi la loi d'avenir agricole de 2016 qui a élargi les conseils d'administration aux syndicats et aux associations. Donc, il y a quand même des choses positives, mais la transparence des SAFER doit être encore améliorée. Il faudrait un libre accès du public aux informations foncières et quand même plus de pluralisme dans les conseils d'administration. Dernier point, c'est le financement des SAFER qui pose aussi problème. Parce que en fait, les SAFER, lorsqu'elles encadrent les transactions foncières à l'amiable, elles touchent une commission et ça constitue leur principale ressource. Les pouvoirs publics qui ne participent au budget des SAFER qu'à hauteur de 5%, environ 5% de leurs charges. Et donc, voilà, le financement actuel des SAFER, il est en grande partie lié au montant des transactions foncières qu'elle effectue et ça aussi, ça peut entacher ses objectifs, les objectifs qui en tout cas sont affichés par la SAFER. Donc voilà, on constate qu'aujourd'hui, ces politiques de structure, elles sont plus adaptées à la situation présente et qu'on devrait largement refonder
refonder ces politiques sur la base d'un nouveau pacte social que Alain va nous présenter. Donc, je reprends la parole pour terminer cette présentation sur les pistes qui sont évoquées dans ce dernier chapitre sur refonder la politique foncière. Alors, quand je dis pistes évoquées, elles n'ont pas vocation à régler tous les problèmes qui ont été évoqués tant par Robert que par Rosalie, mais voilà, on pose au moins quelques directions sur lesquelles travailler et qui nous apparaissent comme celles sur lesquelles il y a peut-être un peu plus d'efforts à faire à court terme. Si je les caractérise globalement, je dirais que ça se partage entre deux grands paquets. C'est ce qui va concerner la préservation du foncier agricole, enfin des espaces agricoles et naturels, hein, donc le côté préservation. Et puis, deuxième grande direction, c'est plus particulièrement sur l'espace agricole, organiser un partage entre les exploitations mieux organisées et plus équitable. Confère les remarques de Robert sur le problème de la concentration. Donc, sur le premier aspect, ça consiste essentiellement à reprendre à notre compte l'objectif de zéro artificialisation et d'esquisser quelques pistes pour voir comment est-ce qu'on pourrait y aller vers cet objectif de zéro artificialisation. Donc, un des points qui est évoqué, c'est celle d'une carte des espaces végétaux avec une logique qui consisterait à amener une idée de classement de ces espaces et de poser a priori, ils sont à préserver, ces espaces sont à préserver. Je dirais, pour ceux qui connaissent, quelque chose qui ressemble un peu au texte sur la protection des terres agricoles du Québec, par exemple, où il y a une carte des terres agricoles et le principe, a priori, c'est qu'ils restent agricoles. Donc, ce qui n'empêche pas des démarches de déclassement, et d'artificialisation, mais le principe de départ, c'est c'est préserver. Et que déroger à ce principe-là, ça passe par effectivement une procédure. Et avec la suggestion d'une procédure qui serait instruite par des commissions départementales à l'image de ce que sont les CDPNAF aujourd'hui. Donc, poser ça comme principe et de l'appuyer sur une carte et où finalement chaque parcelle serait identifiée et du coup par cette forme de classement préservée. Ça va forcément en accompagnement, à partir du moment où on s'interroge sur préserver les terres agricoles, ça veut dire aussi qu'on se questionne sur les politiques foncières des autres domaines de l'action foncière, que ce soit l'urbanisme, que ce soit la politique forestière, que ce soit… Voilà, donc le poser en parallèle avec ces autres politiques et donc un des points importants en termes d'urbanisme, à partir du moment où on fait le constat qu'on aura quand même besoin de construire parce qu'une activité, ont besoin de logements, besoin d'activités économiques, vont demander à ce qu'il y ait des constructions, c'est d'accompagner cette logique de préservation des espaces végétaux par une politique fortement orientée vers une reconstruction de la ville sur la ville, comme ça a été évoqué, remobiliser des friches urbaines, remobiliser les logements vacants, etc. Et une autre idée qui est évoquée, c'est celle de la taxation des plus-values faites à l'occasion d'un changement de la vente d'un terrain qui a changé de destination, et donc de taxer cette plus-value au maximum. La proposition est même faite d'aller jusqu'à 100%. Dit autrement, la collectivité récupère le différentiel de valeur sur le marché, de valeur à la vente, qui a été créé par sa décision à elle de collectivité de rendre un terrain urbanisable. Le deuxième grande piste sur le partage, il renvoie à ce qu'a évoqué Rosalie, à savoir
le contrôle des structures, avec l'idée de soumettre à autorisation l'ensemble des transferts, puisque donc on a aujourd'hui soumis à autorisation les transferts qui obéissent à un certain nombre de critères, c'est-à-dire principalement ceux qui amènent à ce que l'acquéreur, alors soit en fermage, soit en propriété des terrains, dépasse une certaine surface. Donc l'idée ici, ce serait d'étendre cette logique d'autorisation à l'ensemble des transferts, de manière à mieux contrôler qui détient l'usage des parcelles exploitées. Pour pouvoir le mener correctement, l'idée de reposer pareil sur une commission unique, puisque aujourd'hui cette commission de régulation de l'attribution du foncier en fait se partage entre un comité technique SAFER d'un côté pour ce qui est à la vente et une CDOA dans sa composante de commission départementale d'orientation de l'agriculture dans sa composante structure pour la partie des transferts en location et soumis à autorisation. Voilà, donc arriver à mieux coordonner ce qui se passe au niveau des transferts fonciers. Ça va aussi avec un autre aspect, c'est celui d'une meilleure connaissance de qui détient l'usage, et avec l'idée de compléter l'information sur la propriété qu'on peut avoir dans le cadastre par une information sur les droits d'usage. C'est-à-dire que, si je le fais par analogie à ce qu'on a sur le cadastre, pour chaque parcelle, on a une identification du propriétaire, ou plutôt du supposé propriétaire, pour pouvoir lui appliquer la fiscalité foncière. Mais ce serait de compléter cette information par qui en est l'usager, qui en détient un droit d'usage, soit par un fermage, soit par une autre, ou d'une autre forme. Et ça, donc, pour reprendre toute la question de l'opacité des formes qui reposent de plus en plus sur les principes sociétaires, c'est d'identifier, quand effectivement les usages sont détenus par une société, en cascade, qui en sont les individus derrière les sociétés, de manière à mieux identifier quelqu'un qui serait agriculteur d'un côté et qui serait détenteur de parts dans une société d'un autre, et qui du coup, par ce biais-là, pourrait cumuler. Voilà, ce sont les principales orientations qui sont évoquées, avec d'autres pistes aussi qui sont listées. Donc ça va être tout ce qui va tourner autour de favoriser le portage du foncier, à savoir pour faciliter l'accès au foncier à des gens qui ont des projets agricoles mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'acquérir du foncier, de mettre en place et de développer les formules de portage. Alors ça repasse essentiellement par des formules sociétaires sur la propriété. Alors sociétaire, quand je dis sociétaire, c'est la forme juridique, sachant que derrière sociétaire, il peut y avoir des modèles sociaux, j'ai envie de dire sociaux différents. La foncière Terre de Liens, c'est une société. Dans les formules GFA, on a des sociétés qui sont des GFA familiaux, on est sur une logique familiale, on a des formes GFA citoyens, donc on est sur un collectif de citoyens. Voilà, il y a un découplage à voir entre formules juridiques et l'idée plus sociétale qu'il y a derrière l'utilisation de la formule juridique. Une autre piste qui peut être évoquée, c'est celle des associations foncières, alors qui existaient principalement sous la forme des associations foncières pastorales, qui peuvent être aussi associations foncières agricoles quand on n'est pas sur du terrain pastoral. L'idée étant de rassembler les propriétaires d'un périmètre au sein d'une unité de gestion qui est l'association foncière, et qui, d'une certaine manière, prend la main sur les propriétaires pour faciliter la gestion du foncier. Voilà, ce sont les pistes qui sont évoquées dans la note. Vu l'ensemble des questions qui ont été évoquées dans la note elle-même, ce sont des éléments qui sont à compléter, puisqu'il y a des points de difficulté qui ont été évoqués tant par Robert que par Rosalie, auxquels ces pistes-là ne répondent pas. Et donc, voilà, c'est une mise en débat et un début de réflexion sur les grandes orientations d'une politique foncière. Voilà. Merci beaucoup, Alain, Rosalie et Robert, pour cette intervention à 3 voix.
Donc, vous voyez, un sujet vaste, aussi vaste que les étendues de terres agricoles qu'on essaie de préserver. Alors, il y a eu quelques réactions dans le chat pour commencer. Donc, je vous rappelle que vous êtes parfaitement libre et nous vous invitons à prendre la parole, à intervenir, à poser des questions, à abonder dans le sens de ce qui est dit, au contraire, à émettre voilà, des questionnements, des critiques. La critique est positive, hein. Donc, vous pouvez soit répondre dans le chat, soit lever la main avec l'outil Zoom et je vous donnerai la parole pour une question orale. Vous pouvez également, pour celles et ceux qui nous suivent sur Facebook, poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Je transmettrai ces questions. Peut-être une première question qui est par écrit en attendant que d'autres se manifestent. On a une question sur la définition du concept d'artificialisation des espaces terrestres. Quelle est la définition de l'artificialisation et notamment, est-ce qu'il y a une définition juridique de ce qu'est l'artificialisation d'un espace terrestre? Qui veut répondre à cette question? Robert? Oui. Donc, pour l'instant, le mot artificialisation n'a absolument pas de définition juridique. Ce que je pourrais dire, c'est que ce mot a été défini il y a une trentaine d'années, voire plus, par le ministère de l'Agriculture pour son étude sur l'utilisation des sols, pour son observatoire annuel de l'usage des sols. Et dans cette définition donc du ministère de l'Agriculture, les sols artificialisés étaient les sols qui étaient construits et tous les sols utilisés liés à un usage non agricole. Donc tous les jardins des résidences principales et secondaires, la bordure des autoroutes et tout ça, et tous les espaces de prairies, de pelouses, où un tracteur ne pouvait pas rentrer. C'est-à-dire que lorsque une résidence s'installe sur une terre agricole, à partir du moment où il y a un mur, une clôture et autres, où le tracteur ne pouvait pas rentrer, le terrain était considéré par le ministère de l'Agriculture comme artificialisé. Donc, effectivement, on est parti de cette notion-là et c'est ça qui a été mesuré, donc c'est ça qui a été exploité. Et donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de difficultés pour passer effectivement à une notion juridique. Derrière l'artificialisation, il y a l'imperméabilisation. Donc là où on met du béton et du bitume, il y a toutes les pelouses où les fonctions écosystémiques ont été altérées, autour de tous les bâtiments, autour des aménagements linéaires et tout ça. Et puis, il y a dans les surfaces artificialisées, il y a sans doute quelques pelouses qui ont conservé leur fonction écosystémique. Donc, effectivement, là, il y a un certain flou en termes de définition. Merci Robert. Peut-être que Anna et Rosalie voudraient intervenir également sur cette question. Moi, ce que je peux dire, donc un peu en prolongement de ce que disait Robert, c'est qu'effectivement, la définition qui avait été retenue, en fait, l'enquête du ministère de l'Agriculture, c'est celle qui s'appelle l'enquête Terruti-Lucas. C'est une enquête qui évalue au fil du temps la répartition dans l'utilisation actuelle du sol et les transferts entre les différentes grandes catégories. Ça repose sur un échantillon de points où on va voir chaque année par quoi il est occupé. L'exemple que je prends, c'est on a une prairie, un pré de fauche par exemple. L'année suivante, on va voir le même point, c'est toujours un pré de fauche. En année N+2, c'est toujours un pré de fauche. En année N+3, hop, on observe, c'est un chantier. Et en année N+4, on voit, il y a des constructions. Donc, avec ce suivi diachronique des points au fil du temps, sur des décennies, l'échantillon est rebattu en chaque fin de décennie,
Voilà, on suit les transferts. Donc, ça repose sur, en fait, une double nomenclature, une physique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a au sol, qu'est-ce qu'on observe au sol, et une nomenclature fonctionnelle. Ce qui fait qu'effectivement, comme le disait Robert, quand on tombe sur une pelouse, la pelouse tondue devant le pavillon, sur le plan physique, on a une surface en herbe, mais sur le plan fonctionnel, on n'est pas sur une surface de prairie pâturable. On n'est plus dans l'espace agricole. Et donc, cette notion d'espace artificialisé, elle est en fait un espèce de mixte de ces deux aspects, la couverture physique au sol et l'utilisation fonctionnelle qui en est dans les usages de la société. Voilà. Merci Alain. Alors, y a-t-il des questions? Donc, je vous rappelle que vous pouvez les poser dans le chat ou alors utiliser la petite main bleue de l'onglet participants pour lever la main. Laurent Levard a levé la main. Laurent. Oui, bonjour. Oui, merci donc, pour toutes ces présentations passionnantes. Finalement, vous avez mentionné l'utilisation des outils actuels, contrôle des structures, SAFER, en regroupant ça pour mieux contrôler et pour également plus de transparence. Mais si on veut aller au-delà, c'est-à-dire que si on veut faire ça véritablement pour avoir les moyens de limiter la taille des exploitations, ça implique de fixer des dimensions maximales par exploitation, alors en tenant compte bien entendu du nombre d'actifs, hein. Et bon, il y a quelques années, on avait travaillé sur ces questions-là. Donc ça, je pense que c'est important de le dire, que cette révision de tous ces outils, c'est pour pouvoir faire ça finalement. Et maintenant, je trouve qu'avec toutes les évolutions qui existent actuellement, au niveau des sociétés, au niveau des entreprises de travaux agricoles, ça me semble de plus en plus compliqué. Bon, c'est clair, tant qu'on a une agriculture familiale, appliquer un contrôle des structures, on peut mettre une taille maximale par actif agricole, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on est dans tous ces montages qui font à la fois appel à des sociétés, où il y a des apports de capitaux non agricoles, et également où on a donc cette multiplication des entreprises de travaux agricoles, ça devient plus complexe. Alors, je ne sais pas comment, voilà, comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à cette complexification de la situation? Merci Laurent. Est-ce que vous voulez répondre tout de suite, Rosalie, Robert, Alain? Et après, j'ai des demandes de prise de parole. Moi, je veux bien réagir. Alors, ce sera peut-être pas forcément une réponse précise à la question de Laurent, mais donc effectivement, il a évoqué le fait qu'on s'appuie sur les outils existants qu'on suggère d'adapter pour mieux réguler la répartition. Moi, un des points qui me semble effectivement très important, c'est le fait de redynamiser une vraie politique des structures. Si on prend l'histoire des politiques agricoles depuis les années 60, dans l'après-guerre, dans les politiques agricoles, on identifiait assez clairement une politique économique autour de l'organisation des mises en marché sous tous les aspects, que ce soit les prix, que ce soit les structures de mise en marché avec les coopératives, les groupements de producteurs, tous ces trucs-là. Et puis, il y avait un élément très, très important qui était la politique des structures. Et je dis bien politique des structures, dont le contrôle n'était qu'un élément. C'est-à-dire que les lois de 60 et de 62, ce qu'elles ont posé, c'est le principe de l'exploitation familiale en disant pour moderniser l'agriculture, il faut la professionnaliser. La professionnaliser, ça veut dire donner aux agriculteurs les structures qui permettent à une famille de vivre, la dimension. Et c'est ce qui a emmené l'élimination des petites exploitations volontaires pour dire il faut qu'il y en ait qui partent pour que certains s'agrandissent et atteignent la surface optimum qu'on juge
voilà. Et tout ça, ça s'est accompagné de tout un tas de mesures pour le faciliter, des mesures de formation, des mesures de déménagement d'agriculteurs de certaines régions vers d'autres, de migration, ce qu'on appelait les migrations rurales, voilà, de mutation professionnelle pour que des gens aillent faire leur vie professionnelle dans un autre secteur d'activité. Voilà. Il y avait une politique qui englobait un ensemble de mesures au service d'une même finalité. Le contrôle des structures, il n'en est qu'un élément qui a consisté à dire à un moment donné, mais on est en train d'enclencher une dynamique à l'agrandissement, il faut bien qu'on pense à mettre aussi la borne supérieure, parce qu'on va finalement peut-être permettre un agrandissement à ceux qui ne sont pas forcément ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, le contrôle. Et aujourd'hui, au fil du temps, pour diverses raisons, parce que avec les différentes réformes de la PAC, l'allocation des moyens de production a beaucoup plus tourné autour des droits à produire et des droits à prime que vraiment du foncier. On attribuait des quotas, on attribuait des aides plus que du foncier. Et on a un peu oublié cet aspect-là. Voilà, il y a eu tout un tas d'éléments. Il y a une partie de ces éléments de la politique des structures qui ont été intégrés dans le deuxième pilier de la PAC au moment où le deuxième pilier a été renforcé. Et aujourd'hui, on n'a plus en France de vraie politique des structures. Il ne nous reste que le contrôle, mais un contrôle dont on ne sait pas très très bien à quels objectifs politiques il s'applique finalement. On pose une borne d'agrandissement, mais on n'a plus vraiment de définition de quel modèle d'activité et d'exploitation agricole on veut en France promouvoir. Voilà. Est-ce que c'est toujours l'exploitation familiale? Est-ce qu'on opte pour des formules sociétaires? Sous quelle forme? Et jusqu'où? Voilà. Tout ce cadre, j'ai envie de dire, de définition des objectifs de la politique des structures, il n'existe plus. On a juste des outils de contrôle, mais voilà, dont on ne sait pas trop. Voilà. Et pour moi, c'est un élément important. Alors, ça te semble peut-être une réponse un peu décalée par rapport à ta question, Laurent, mais pour moi, ça en fait très, très clairement partie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une question qui commence à réapparaître, c'est le statut des sociétés agricoles. Les GAEC aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on en fait en termes de statut? Je crois Merci. que Robert. Oui, alors Robert, avant que tu répondes là-dessus, j'ai bien vu vos différentes prises de parole, vos différentes questions. J'ai vu qu'Albert aussi voulait intervenir. Ne vous inquiétez pas, je vais distribuer la parole au fur et à mesure. Je note tout bien correctement. Robert? Oui, pour essayer de répondre à la question de Laurent, je pense qu'il n'est pas si difficile d'intervenir. D'une part, on peut se donner les moyens de connaître les propriétaires des unités de production, pas les propriétaires fonciers, mais ceux qui détiennent, qui sont bénéficiaires des droits d'usage, soit en tant que propriétaire, soit en tant que fermier. Une directive européenne de 2015 pour lutter contre le financement du terrorisme et pour lutter contre le blanchiment, a bien demandé aux États d'établir un registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales. Donc, ceci doit être en place depuis 2018 dans tous les pays. Ça veut dire qu'il est possible de connaître les personnes qui détiennent les unités de production, et que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau européen. Et donc là, c'est fondamental. Et on peut très bien connaître tous les projets de vente de terres agricoles, de projets de location, comme on peut très bien connaître tous les projets de cession de parts sociales ou d'actions. Et cela, donc on a à disposition. Les SAFER aujourd'hui reçoivent tous les projets de cession, de vente d'actions ou de parts sociales. Donc l'information de base, on l'a. Donc c'est plus une volonté politique d'intervenir qui fait défaut, et une capacité administrative à gérer. Et là, je voudrais compléter ce que disait Alain. Bon, je crois il faut bien distinguer les GAEC des autres sociétés.
Au niveau des GAEC, on n'a pas d'actionnaires, on a des sociétaires et ce sont bien les sociétaires qui détiennent l'ensemble du capital du GAEC. Il n'y a pas d'actionnaires qui perçoivent une partie de la valeur ajoutée créée au sein des GAEC. Ce qui me semble important, c'est qu'on est aujourd'hui dans une politique, on a une politique agricole commune qui s'applique indifféremment à des exploitations qui font plus de 15 000 hectares en Roumanie, enfin, et plusieurs milliers d'hectares dans un certain nombre de pays, et des exploitations qui font 3, 10 ou 40 hectares. Au niveau politique agricole commune, ça a plus ou moins bien fonctionné jusqu'en 90, et c'est à partir de 90 où au niveau européen, on n'a plus voulu parler de limites d'aide en fonction des hectares, en fonction des effectifs et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut relier, la PAC ne peut pas être une PAC sans politique des structures. Aujourd'hui, une politique agricole commune telle qu'on la connaît, eh bien, qui ne contrôle absolument pas les marchés, qui ne contrôle absolument pas l'évolution des structures, ne peut pas aboutir au fait de préserver l'agriculture familiale comme les grandes déclarations politiques le mettent en avant. Donc, une contradiction complète entre la réalité des moyens de la PAC et les discours politiques. Mais par contre, on a les éléments pour pouvoir intervenir, et l'idée importante, c'est que au niveau des commissions départementales qui gèrent les comités techniques SAFER ou les CDOA, on a un certain nombre d'informations, et à ce niveau-là, c'est bien à ce niveau-là qu'il faut réorienter les terres pour les unités de production qui créent de la valeur ajoutée à l'hectare, qui créent des emplois. Et là, on a des gens qui peuvent évaluer ça au niveau du département, au niveau territorial. Et je ne pense pas que ce soit insurmontable, au contraire. Et c'est là où on rejoint la notion de communauté pour gérer le commun au niveau territorial. Merci beaucoup, Robert. Alors, je vais donner la parole à Félix Lallemand, qui a levé la petite main bleue pour une question, une intervention. Merci beaucoup pour vos interventions. Je voulais savoir, on parlait justement des données là sur qui possédait ou qui étaient les bénéficiaires des structures d'exploitation. Je me demandais si on avait accès aux données de qui possède la terre aujourd'hui en France. Est-ce que c'est des données facilement accessibles ou alors que c'est complètement opaque et on ne sait pas du tout à qui ça appartient? Et d'autre part, quelle est la dynamique aussi actuelle, enfin, qui sont les nouveaux investisseurs justement dans cette agriculture de firme? Est-ce qu'on est plutôt sur des riches familles qui investissent là-dedans, ou c'est des fonds d'investissement, des banques, des choses comme ça? Est-ce qu'on a quelques informations là-dessus? Et je voulais partager également une interrogation que j'ai, notamment par rapport aux acteurs de l'agro-industrie qui donc se retrouvent aussi confrontés finalement à la problématique de non-renouvellement des générations d'agriculteurs, parce que d'une certaine manière, c'est la sécurité de leur approvisionnement en matières premières qui se retrouve un petit peu mise en défaut à partir de là. Et je me demande si ce n'est pas le bon moment pour eux, justement, de se porter acquéreurs de ces outils de production, du foncier, des bâtiments, etc. Après en avoir fait porter le coût des investissements par les agriculteurs eux-mêmes, ça serait peut-être intéressant maintenant pour eux de prendre ça, de acquérir tout ça, et après passer plutôt dans une logique de salariat pour sécuriser leurs approvisionnements. Donc je me demande si c'est quelque chose qui aujourd'hui, ce scénario cauchemardesque pourrait voir le jour ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup.
Vaste question. Il y a beaucoup de questions dans le chat et de demandes de prise de parole. Donc, si on peut faire des réponses un peu plus courtes pour que tout le monde puisse poser ses questions et prendre la parole, voilà, c'est une demande que je vous fais. Alain. Ce que je peux dire sur savoir qui possède la terre, on a les bases de données du cadastre. Comme je le disais, c'est une présomption de propriété pour pouvoir appliquer la fiscalité. C'est pas le vrai critère de propriété, mais on a les fichiers, le registre, ce qu'on appelle le registre des hypothèques, qui lui permet d'avoir. Mais le cadastre permet aujourd'hui d'avoir des bases de données informatisées, utilisables, qui permet d'avoir une idée de qui possède le foncier. Je peux juste donner à titre indicatif quelques chiffres, puisque moi je viens juste de terminer un programme de recherche justement sur le lien entre propriété et usage du foncier agricole. Aujourd'hui, alors que la surface moyenne d'une exploitation agricole, elle se situe autour de 70 hectares, allez, je vais le dire, on ne connaît pas celle du recensement, il est en cours le recensement, mais on était à 53 il y a 10 ans, on va être autour de 60-70 hectares. La surface moyenne de la propriété agricole, on est à 3,5 hectares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un agriculteur, il a de l'ordre de 20% de son foncier dont il est lui-même supposé propriétaire, il en fait valoir direct, et pour plus des 3/4 de son foncier, il a en face de lui 20 à 30 propriétaires. Alors, avec des différences territoriales très, très importantes. J'ai rencontré des agriculteurs qui, pour 100 hectares, avaient 140 propriétaires différents sur leur surface, et puis des gens qui, pour la totalité de leur surface, n'ont qu'un propriétaire dans certaines régions où il y a une très, très grosse concentration de la propriété foncière. Merci. Robert. Oui, donc pour le cadastre à propriété de la terre, on peut avoir des informations et on pourrait avoir des études relativement précises, mais on ne les a pas. Par contre, au niveau de la propriété des unités de production, eh bien là, on n'a pas, il nous manque l'information consolidée. Et c'est cela qui, à mon avis, doit aujourd'hui primer. Donc, il y avait une question sur la sécurité de l'approvisionnement. Donc là, effectivement, il y a dans un certain nombre de cas, on a des entreprises agroalimentaires qui veulent sécuriser leur approvisionnement. Et c'est notamment le cas dans le secteur viticole, où des négociants en vin ont pris l'optique d'acheter des vignobles et donc de consolider leur approvisionnement. C'est peut-être un petit peu moins vrai au niveau des céréales, mais dans un certain nombre de cas, ça peut l'être. Merci Robert. Une question un peu plus précise. On a mentionné la loi de foncière au Québec. On a une question sur ce qui se passe en Suisse. La question est la suivante. En Suisse, y a-t-il un système similaire de préservation des terres agricoles où on préserve de facto ces terres agricoles? Est-ce que quelqu'un a alors je ne vais pas dire un compte en Suisse, mais en tout cas une connaissance sur la question? Question pointue. Non, eh ben, enfin, je sais désolé. Au niveau suisse, ils font très attention et effectivement, ça se gère au niveau des cantons, mais je ne connais pas suffisamment bien le système. Très bien. Une autre question dans le chat de Corinne, que je salue. Que pensez-vous de la place future des formules collectives d'exploitation agricole, les SCOP, les SIC, etc., comme alternative à l'agriculture de firme face à la disparition de l'exploitation familiale? Donc, est-ce que l'agriculture collective est une solution pour préserver à la fois le foncier et puis les exploitations agricoles? Robert, puis après Rosalie et Alain. Au niveau, on a déjà une forme
qui dépassent la petite unité de production familiale, ce sont les GAEC. Donc, dans les GAEC, on n'a pas d'actionnaires et on a une organisation du travail entre les sociétaires qui est un certain nombre, qui est une des formules collectives d'exploitation agricole. Donc, les SCOP, les SCIC, tout ça, ça peut effectivement être d'autres formes alternatives. Et les GAEC, en termes de surface, représentent une surface très significative de l'espace agricole. Oui, moi, c'est juste, je peux dire, bon, connaissant Corinne, je vois un peu ce qu'elle a en tête. Ce que j'ai envie de dire, c'est que là, effectivement, on est sur le registre de la conviction, à savoir le fait qu'il y a, à mon sens, effectivement un champ d'innovation sur les façons de pratiquer le métier d'agriculteur. Donc, c'est effectivement en tant que responsable d'exploitation. Les formules collectives, elles peuvent prendre des formes sociétaires, que ce soit des GAEC, comme l'évoque Robert, mais il peut y avoir, voilà, on peut imaginer une réflexion sur d'autres modalités. Il y en a d'autres qui existent déjà, hein. Des formules coopératives existent, relativement rares, mais il existe des coopératives qui ont cette activité d'exploitation agricole. Et puis, il y a effectivement des choses qui sont à inventer, à mon avis, mais qui peuvent être liées aussi à d'autres aspects. Le fait que les parcours dans le métier d'agriculteur ne sont plus aussi linéaires et définitifs qu'à une époque. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, sur des parcours professionnels, peuvent envisager d'être agriculteurs au sens, alors je le mets entre guillemets sur comment le concevoir, un temps de leur vie, et que d'autres formules de construction de l'activité peut permettre ces parcours, la rentrée et la sortie dans ce métier au fil d'un parcours plus facilement, effectivement. Merci Alain. Petit commentaire de Gérard Léras sur ce thème qui nous dit « La SCIC présente l'intérêt de pouvoir associer la collectivité locale, ce qui peut être favorable aux interventions publiques foncières pour l'installation. » Merci pour la question et pour les réponses. Je donne la parole à Albert Audy. Albert, s'il te plaît. Vous m'entendez? Très bien. Ok, bonsoir. Je suis donc paysan retraité. Beaucoup de choses à. Bon, on a quand même. Bon, effectivement, ce qui m'apparaît nouveau et dangereux en termes d'agrandissement et de perte de mainmise sur le foncier, c'est l'agriculture de firme qui se développe. Là, effectivement, il faudrait réfléchir comment la borner, je dirais. Bon, on a quand même des outils en France et l'intérêt au niveau du foncier, ça peut se maîtriser au niveau national, et je ne pense pas qu'il faille attendre du niveau européen les outils qu'il faudrait. Mais on peut au niveau français, on a déjà l'outil principal, effectivement, que sont les SAFER, que sont la politique des structures. Donc avec le problème essentiellement de la gestion de ces outils qui sont actuellement entre les mains, effectivement, de la FNSEA, tout ce qui est autour, et donc qui, en fait, suivent le mouvement général et dans le cadre d'une politique d'exportation. Donc, qui dit politique d'exportation, dit politique, effectivement, d'être perdant pour les paysans, pour les agriculteurs, pour les salariés, etc. D'exportation à tout prix, je veux dire, évidemment. Si bien, alors, ça a été dit, mais je pense qu'il est aujourd'hui important et peut-être possible, le moment venu, de définir une véritable politique, effectivement, des structures et du foncier en tant qu'outil de production et donc de répartition, à partir de notions qui aujourd'hui sont reprises par beaucoup
et notamment, je dirais, par la société civile, de nécessité de souveraineté alimentaire, le foncier en tant que bien commun, les circuits courts, donc c'est et d'autres notions plus globales peut-être qu'il faudrait effectivement, ça pourrait être peut-être la base et d'autres de la base sur lesquelles on pourrait définir une nouvelle politique foncière qui aille effectivement vers donc une meilleure maîtrise et ferait accepter par la société et donc au niveau politique globalement une meilleure maîtrise effectivement au niveau des affaires. C'est un outil qui, si on vient au début des affaires dans les années 60-70, était quand même, son nom l'indique, c'était Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Donc c'était quand même pour l'établissement rural. Bon, aujourd'hui, il ne joue plus ce rôle pour diverses raisons, on le sait, mais une raison importante et quasiment essentielle, c'est que c'est la mainmise effectivement sur la nécessité donc de modifier la gestion des affaires en y introduisant la société civile, les communes, etc. Et donc donnant plus de poids également au contrôle public. Et Merci, de même au Albert. niveau Est-ce de la que tu as politique. une question, Albert? Au niveau de la politique des structures et donc du contrôle du foncier, de la répartition des fonciers, là aussi, c'est plus une volonté politique. Et la volonté politique, elle est aujourd'hui plus que partagée avec la volonté, entre guillemets, professionnelle. Donc, mais pour renverser cela et renverser le rapport de force, peut-être se baser effectivement sur ces notions, souveraineté alimentaire, bien commun, circuit court. Voilà. Merci beaucoup, Albert. Effectivement, beaucoup de questions qui sont liées à celle du foncier, et tu fais bien de les soulever. Peut-être une autre intervention. Il y avait Philippe Collin qui avait demandé la parole. Oui, alors, petit 1, l'exploitation familiale, c'était d'abord l'exploitation de la famille, donc il n'y a pas forcément à nourrir de regrets d'un passé idyllique qu'aurait été l'âge d'or de l'agriculture. Et petit 2, dans les outils fonciers, je pense qu'il faut vraiment distinguer le statut du fermage, qui est vraiment une particularité franco-française, des SAFER et des contrôles des structures qui ont été des outils de concentration foncière, puisqu'ils ont été à l'époque assortis de l'indemnité viagère de départ pour faire dégager les paysans pour pouvoir restructurer l'espace productif. Donc, il ne faut pas non plus mythifier les bienfaits des contrôles des structures qui n'ont jamais contrôlé grand-chose en fait, puisque le droit de propriété aujourd'hui en France n'est hélas pas remis en cause. Et l'une des illustrations de ce droit de propriété, c'est notamment l'artificialisation des terres qui permet une spirale inflationniste de la valeur des terres, parce que quand un propriétaire exploitant se fait exproprier, c'est bingo pour lui, parce qu'avec la valeur de 10 hectares de terre, il pourra en acheter 150 si ça repasse dans les zones bâties. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est que ça permet aussi de faire des transferts sociaux dans les mains d'une poignée de propriétaires exploitants en particulier, parce qu'autrement, les propriétaires non exploitants, en règle générale, ils ne vont pas acheter de la terre pour la louer. Ils la maintiennent éventuellement s'ils veulent la garder dans le patrimoine familial pour des raisons autant affectives qu'économiques, ou alors de sécurité, mais pas pour de rentabilité. A beaucoup été évoquée la question de l'agriculture de firme. Le jour où les investisseurs privés vont investir massivement pour acheter des terres, ça veut dire que l'agriculture gagne de l'argent dans son exploitation. Et donc, ce sera une très bonne nouvelle pour les paysans. Je provoque un peu. La ferme des 1000 vaches a coulé parce que ce n'est pas rentable, les fermes avec que des salariés. Il n'y a que les paysans, les propriétaires exploitants qui sont capables d'assurer la confusion entre le capital et le travail. Je pense qu'on fait fausse route en France en particulier,
en mettant comme épouvantail l'agriculture de firme. L'agriculture de firme, c'est aussi les Chinois qui ont acheté 2300 hectares dans l'Indre, qui ont bouffé la ferme là, ou dans le Cher, je ne sais plus, enfin dans le centre de la France. Là, la société a fait faillite pour exactement les mêmes raisons. C'est que les seules régions du monde dans lesquelles l'agriculture capitalistique, l'agriculture de firme fonctionne, c'est quand le capital foncier a été volé, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil, que ce soit toute l'Europe centrale, orientale ou l'Asie. Partout ailleurs, l'agriculture de firme, ça ne peut pas marcher, ça ne peut marcher que sur une exploitation des travailleurs sous forme d'esclavage. Et là, je pense que c'est une question sérieuse. En dehors des secteurs un peu particuliers qui sont le secteur de la viticulture dans lequel il y a une grosse valeur ajoutée, partout ailleurs, l'agriculture de firme, ça ne marchera pas parce que tu ne vas pas trouver un salarié pour aller faire des vélages à 3 heures du matin en France pour gagner 1000 balles à la fin du mois. Ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de difficultés à trouver du monde pour bosser. Les aides PAC, pour moi, sont un outil majeur de limitation de la concentration des terres. Je ne crois pas du tout à une décision réglementaire de la limitation de la taille des fermes. Je crois en revanche à la nécessité de faire jouer son plein rôle aux paiements redistributifs qui ont été, pour moi, la seule véritable révolution agricole dans le domaine des aides publiques qui a été faite par Stéphane Le Foll dans la dernière politique agricole commune. Il y a une question qui a été posée, c'est qu'en est-il de la PAC qui vient ou qui est en cours d'adoption? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, aucun État n'aura d'obligation d'adopter, par exemple, ce genre de dispositif de paiement redistributif ou de limitation des aides. C'est-à-dire que la concurrence entre les États de l'Union européenne sera encore plus forte qu'ailleurs et que les paysans français sont ni meilleurs ni pires que les autres et ils feront avec les outils qu'ils ont. Donc, il n'y a pas d'un côté des sociétés qui seraient un épouvantail et de l'autre côté une agriculture familiale qui serait géniale. Moi, j'ai été l'un des créateurs de mon GAEC. Je suis en retraite depuis peu, mais j'ai laissé donc mes parts à un jeune qui s'est installé. Il y a effectivement que des associés qui sont propriétaires du capital, mais moi, par exemple, j'ai laissé mon compte courant d'associé sur le compte courant. Si je casse ma pipe demain, la dette du GAEC vis-à-vis de mes descendants, elle sera exigible immédiatement. Donc, c'est un facteur de fragilité aussi, même quand on laisse du capital sur des dettes à court terme. C'est des choses qui n'ont pas de problème tant qu'on vit, mais c'est une réalité, je veux dire, en matière de détention des capitaux. Le fait de détenir des capitaux sur des dettes à court terme est bien plus fragilisant pour une société que si j'avais la possibilité légale de laisser mon compte courant d'associé sous forme de capitaux de capital social. Donc ça, c'est un des avantages et une des fragilités du GAEC aussi. Je connais plutôt bien ce type de société. Ce type de société se développe parce que notamment les GAEC entre époux sont possibles depuis une dizaine d'années et que beaucoup de conjointes et de conjoints y ont trouvé un certain nombre d'intérêts, notamment la transparence pour les paiements redistributifs, qui n'est pas un point décisif, qui n'est pas un point marginal, c'est pour moi un outil remarquable de redistribution sociale. Et puis voilà, donc je pense que les affaires, elles agissent aujourd'hui sur, j'ai donné ce chiffre-là dans le chat, sur 5 à 8% des changements de droit d'accès au foncier tous les ans. Donc, il ne faut pas vouloir faire jouer avec les affaires un rôle qui n'est pas le leur, aussi longtemps qu'il n'y a pas une volonté politique, non pas de donner plus de pouvoir à la Confédération paysanne au sein des affaires. Moi, je ne crois absolument pas à ce genre de choses. En revanche, ce que je crois, c'est que s'il y avait une volonté politique pour rendre le capital foncier collectif, c'est-à-dire que ce soit des établissements publics régionaux et des trucs comme ça, il n'y a aucun problème de financement. Le capital foncier agricole en France, ça pèse, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier cigarette par rapport à l'ensemble des capitaux de l'agriculture. Donc, s'il y avait une véritable volonté politique de le faire, ça ne coûterait rien à personne si on se donne une échéance d'une génération pour y arriver. Et on sortirait de cette spirale infernale dans laquelle le capital foncier non seulement ne rapporte rien, mais une plaie pour celui qui veut l'acquérir. Donc, c'est comment on accède au droit d'usage plus qu'au droit de propriété. Merci. Effectivement, alors, tu mentionnais la question sur la politique agricole commune. Ce serait, vous en doutez, un webinaire à part entière de parler d'une part de la politique agricole commune et en plus de la réforme qui est en cours de négociation en trilogue au niveau européen. Tout simplement, je vous invite, pour celles et ceux que ça intéresse, à vous connecter sur le site ut2a.fr où il y a une note d'analyse de Laurent Levard qui a été publiée
au mois de décembre et qui reprend nos principaux points d'analyse sur la réforme de la PAC actuellement en cours de discussion. Effectivement, peut-être Alain, Robert, Rosalie, vous pouvez apporter une petite réponse sur cette question du droit de propriété, du droit d'usage qui semble assez prégnant. Moi, je veux bien. Enfin, Vas-y, Alain. Dans ce qu'a dit Philippe, il y a plusieurs choses. Alors donc, bon, moi, ça apporte de l'eau à mon moulin. Moi, depuis longtemps, je plaide pour que. Alors, j'essaye de le formuler clairement parce que c'est quelque chose qui donne lieu à des interprétations des fois un peu, à des surinterprétations par rapport à ce que je dis. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on est en situation d'avoir à repenser les contours du droit de propriété, à le redéfinir, c'est-à-dire le droit de propriété tel qu'il a été construit et ce qu'il englobe, même si il y a beaucoup de restrictions qui sont introduites, je pense qu'on en a fait quand même un droit très fort qui aujourd'hui aurait besoin d'être repensé, d'être reconsidéré. Et quand je dis ça, c'est un droit qui soit construit principalement autour de l'usage. Tout à l'heure, quand on parlait des constituants du droit de propriété, usus, abusus, fructus, l'usage, c'est la manière dont on l'utilise. Et effectivement, quand on est sur une activité agricole, ça va être la pratique de l'agriculture. Le fructus et l'abusus, c'est construit autour de la rente, c'est-à-dire le fait de tirer un revenu du seul fait d'être propriétaire. Voilà. Et bien de mieux redéfinir un droit de propriété autour de l'usage pourquoi pas en retirant tout ce qui va être autour de la rente qui est effectivement l'élément le plus capitalistique du droit de propriété. Donc pour moi, Philippe, la remarque qu'il fait à ce sujet-là, ça apporte de l'eau à mon moulin. Complètement. Mais voilà, avant d'y arriver, on en est encore loin. Alors, il y a des choses qui se font sur ce chemin-là. Toutes les formules de propriété qui ont une dimension citoyenne sont déjà un peu en chemin vers ça. Quand j'évoquais l'idée des associations foncières, c'est une manière peut-être de l'amener progressivement en substituant à l'ensemble des propriétaires un collectif de gestion et qui du coup prend la main sur la gestion, sur l'usage. Voilà, ce sont des façons de l'approcher doucement, parce que je sais que c'est un débat qui est difficile. Par contre, il y avait d'autres choses sur lesquelles je voulais réagir par rapport à la remarque de Philippe, c'était par rapport à l'histoire de l'exploitation familiale. Je pense qu'il ne faut pas entendre l'idée d'exploitation familiale comme l'exploitation qui vit en autarcie sur sa propre production. Ça, c'était le modèle paysan d'avant-guerre. L'exploitation familiale, elle définissait quand même autour d'une activité économique qui fait vivre une famille. Voilà, c'était quand même Et quand on en parle aujourd'hui, avec le développement des formules sociétaires et y compris des GAEC, je pense qu'il ne faut pas l'entendre comme exclusivement une famille, mais comme à travers un rapport entre les différents facteurs de production, c'est-à-dire une surface foncière, un collectif de travail, des moyens financiers affectés, etc., de rester. Et ça passe par ce que je disais tout à l'heure, une définition d'une politique foncière, d'une politique des structures, quel type d'exploitation on a envie de promouvoir par nos politiques agricoles. Et quand je dis ça, j'ai rajouté, est-ce que c'est toujours l'exploitation familiale dans le modèle qu'on avait affiché en 60 ? Pas forcément. Ça peut être sur des formules sociétaires, mais quel type de société, jusqu'où, comment, combien d'associés, jusqu'à quelle dimension, tout ça à définir. Merci Alain. Effectivement, beaucoup de choses sont à faire. Rosalie, peut-être tu veux prendre la parole sur ces questions de droit de propriété, etc. Écoute, là, ce questionnement d'Alain, je pense qu'il l'a assez développé. Et après, voilà, moi, je pense effectivement, c'est un peu à côté, mais on voit qu'il y a beaucoup d'avancées aujourd'hui qui sont freinées par le droit de propriété et qui sont aussi souvent censurées par le Conseil constitutionnel, des propositions de loi ou des projets de loi qui sont censurés par le Conseil constitutionnel et qui pourraient être des avancées justement. Et on voit que souvent ce droit de propriété prime. Et c'est vrai que
parfois, c'est inquiétant parce qu'on se dit, ça a été le cas aussi en 2017, je crois que c'était en 2017, avec la proposition de loi qui avait été faite pour justement qu'il y ait davantage de contrôle sur les cessions de parts sociales et qu'il y ait un plus grand contrôle des affaires. Et donc, ça avait été censuré, même si la proposition de loi n'était pas parfaite, mais ça avait été censuré aussi au motif que ça contrevenait aux droits de propriété. Donc, je pense que c'est effectivement quelque chose qui, parfois, on dit que le droit de propriété est limité, mais voilà, c'est quand même, il y a une vraie question là-dessus. Ouais. Mais bon, je n'ai pas beaucoup plus à apporter. Effectivement, droit de propriété inscrit dans la Constitution. Robert, si tu veux compléter sur cette question-là, je te donne la parole et ensuite je devrais donner la parole à Yves Madeline et Gérard Léras. Et je pense que, sauf s'il y a d'autres demandes de prise de parole dans les minutes qui viennent, je pense que ce seront les 2 dernières prises de parole avant la conclusion de notre webinaire, puisque je pense que tout le monde doit commencer à avoir faim et ou soif. Simplement sur le problème de la rente foncière, on s'aperçoit que la rente foncière prend diverses formes. Donc, il y a bien sûr toutes les plus-values foncières quand il y a un changement d'usage que Philippe a bien mis en avant. On a les pas de porte qui sont le montant que les nouveaux fermiers doivent verser à l'agriculteur sortant, justement lorsqu'il y a division de la propriété par rapport à l'exploitation. Donc, c'est aussi une rente foncière. Et puis, l'arrivée, enfin, notamment dans les firmes qui… enfin, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'agriculture à actionnaires et à salariés qu'on voit en France dans la viticulture et qu'on voit dans un certain nombre des pays de l'Est, où on a des exploitations de grandes cultures sur plusieurs milliers d'hectares. Et dans ces cas-là, on a effectivement une rente pour les actionnaires. Le problème central, ce sera de toute façon de bien réaffecter les droits d'usage. Et cela, il ne faut pas que ce soit que les marchés qui réaffectent les droits d'usage. Donc, ça suppose, dans tous les cas de figure, une prise en compte par les citoyens au niveau local de la gestion de leur territoire. Voilà ce que je peux dire pour compléter ce que disait Alain. Merci beaucoup, Robert. Je donne la parole à Yves Madeline. Oui, bonsoir à tous. Merci aux auteurs de la note, là, puisque en une vingtaine de pages, j'ai trouvé, quand on n'est pas expert des aspects fonciers, ils ont bien rassemblé toutes les questions. Même si la note n'est pas achevée, il y a pas mal de pistes de réflexion d'ouvertes intéressantes. Bon, j'avais pas mal de questions au fil du débat, je ne vais pas les reprendre toutes, mais au vu des débats qu'il y a eu, je me demande si la note ne devrait pas autant s'intituler « Politique foncière » que « Politique des unités de production ». Ce serait pour une politique… Est-ce que Robert a bien, mais il nous l'avait expliqué dans l'association Mars, a bien expliqué la différence entre concentration foncière et concentration des unités de production, qui est beaucoup plus forte et qui se manifeste parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'agriculture de firme. Mais cette concentration des unités de production, elle a un côté néfaste sur ce commun qu'est le sol, qui n'est pas que l'artificialisation. Le côté néfaste, c'est aussi les pratiques agricoles. Et donc, c'est les formes d'exploitation de ce commun qui sont en cause aussi aujourd'hui, quand on parle de phyto, de changement climatique ou autre chose. C'est bien ça qu'il s'agit, autant que le foncier, à réguler. Et donc,
Et les formes d'exploitation type firme qu'on a évoquées, elles vont vers la simplification des assolements. Elles ont leur forme juridique amène à une dégradation du commun. Et donc, j'ai bien vu toutes les pistes que vous ouvriez pour essayer de mieux les contrôler. Donc, c'est autant une politique de contrôle du foncier qu'une politique de contrôle des unités de production que vous proposez, si j'ai bien compris. Et parce que, en fait, tout notre système de contrôle du foncier qui a relativement bien fonctionné autour du modèle d'exploitation familiale, aujourd'hui, s'il ne fonctionne plus, c'est d'un côté parce qu'il s'est un peu dérégulé, mais c'est aussi parce que la transmission de l'exploitation familiale ne fonctionne plus. C'est-à-dire que c'est aussi le système familial qui se bloque, qui a de plus en plus de mal à se transmettre. Et donc, il faut imaginer par le haut le contrôle, éviter de sortir par le haut par les firmes, mais aussi essayer de nourrir par le bas avec les formes d'installation, de portage que vous avez évoquées, à mon avis, qui sont à creuser, qui permettent de réactiver et d'enrichir des formes de production qui soient respectueuses de ce commun. Donc, qui ne soient pas des firmes avec qui exploitent des milliers d'hectares avec des assolements à coups de phyto ou de semences OGM, ou comme on peut voir dans certains endroits. Donc, c'est bien une politique, à côté de la politique foncière, c'est une politique des unités de production et des types de production qu'il faut promouvoir. Et les deux sont intimement liés, mais ceci dit, bon, la question ouverte, j'ai pas toutes les... Vous avez ouvert quelques pistes, mais c'est dans ce sens-là, me semble-t-il, qu'il faudrait creuser pour articuler les deux. Merci. Avant de donner la parole à nos trois orateurs, je vais proposer à la dernière intervention de se faire. Je vais donner la parole à Gérard Léras, ce qui permettra ensuite d'avoir une réponse groupée d'Alain, Robert et Rosalie. Et ensuite, je pourrai conclure notre webinaire. Gérard ? S'il est toujours parmi nous, parce que peut-être qu'il est parti, ceci dit. Non, il est toujours là. Il est là, mais il n'a pas son micro. Oui, voilà. Voilà. Je n'arrivais pas à l'enlever. Eh bien, merci et bravo. Je vais essayer d'être très court. Deux remarques, une question. J'ai été obligé de louper les 20 premières minutes, donc si je dis quelque chose qui a été dit, je dis tout de suite, hein, c'est pas un problème. Sur l'artificialisation, une alerte. Il y a, selon Région de France, il y a un projet de loi qui va sortir d'ici le mois de juin sur ces questions de zéro artificialisation. Et il est question qu'il y ait là-dedans de la définition sur l'artificialisation. Ce qui se prépare, c'est artificialisation égale imperméabilisation. Et si cette idée-là est retenue, elle est assez lourde de conséquences, notamment avec la mode actuelle du photovoltaïque. À partir du moment où un sol conserve de la prairie en surface, si, selon la définition qui sera prise, il peut être considéré comme agricole, même si dessus, il y a une forêt de panneaux photovoltaïques. Donc, c'est vraiment, c'est qu'un exemple, mais de la définition de l'artificialisation. Je suis arrivé au moment où Robert parlait un peu de ça, mais vraiment, la définition, elle est très importante. Par rapport aux SAFER et de leurs difficultés de financement et du fait qu'elles vivent, alors ce n'est pas des commissions, mais qu'elles vivent des marges entre les terrains achetés et les terrains rétrocédés, oui, c'est un problème. Il y a un autre problème qui n'a pas été dit, c'est que les SAFER pratiquent un certain nombre d'études, font des études, ce qui en soi n'est pas dramatique, mais font aussi des interventions pour les collectivités locales, notamment pour les aider à acquérir des terrains qui sont et à négocier les achats de terrains qui sont destinés à des zones d'activité industrielle, des zones d'activité commerciale, etc.
Et là, on place la SAFER dans une contradiction stricte entre ce qu'elle est censée faire, préserver les terres agricoles, et ce qu'elle fait en pratique quand elle aide une collectivité à bâtir une zone d'activité. Donc ça, c'est aussi sur la préservation du foncier, c'est une question qui a du financement de la SAFER à une incidence. Et la question, c'est à Alain. Bon, j'ai bien compris et je comprends très bien l'idée d'avoir un recensement des terres agricoles, des espaces à protéger. Par rapport à la question du classement des terres agricoles selon leur valeur, il y a quelque chose qui me préoccupe très souvent. On entend parler de classement en fonction des valeurs agronomiques des sols. Et ces valeurs agronomiques, qui sont une réalité, cachent d'autres réalités parfois, qui sont celles, par exemple, en zone d'élevage, mais on pourrait, par rapport aux fonctions du sol, aux fonctions non agricoles, stockage, eau, etc., par rapport à ces fonctions-là, et aussi par rapport au fait que dans certaines régions, il y a des exploitations agricoles qui passent par le fait qu'on utilise pour la conduite de troupeaux, par exemple, des terres qui ne valent pas tripette d'un point de vue agronomique et qui sont essentielles du point de vue du fonctionnement de l'installation. Ces classements agronomiques, moi, ils me préoccupent. Et je voudrais savoir comment on pourrait préciser les choses pour échapper au travers que je viens de dire. Merci beaucoup, Robert, pour ces commentaires, cette question. Alors, ce que je propose, c'est de donner la parole d'abord à Alain, puisque la question lui était explicitement adressée, puis ensuite je proposerai à Robert et Rosalie d'embrayer, et puis ce sera le moment de vos mots de conclusion. Alain. Alors, moi, je répondrai juste pour dire que je vais complètement dans le sens de Gérard par rapport à sa question. Quand j'ai parlé de classement, je n'évoquais pas le classement, un classement agronomique des terrains. C'est-à-dire que dans l'idée de classement, c'est un terme que j'ai utilisé moi, mais qui n'est pas forcément d'ailleurs utilisé dans la note, hein, le mot de classement. C'était le fait de dire, cette parcelle-là, c'est une parcelle agricole. Et on l'a classée comme étant agricole, et revoir ce classement-là ne peut se faire que sous dérogation. C'est ça l'idée de classement. Je suis le premier justement à des fois à m'énerver quand j'entends dire sur le périurbain clermontois où on rouspète beaucoup parce qu'il y a de l'urbanisation sur la Limagne et on entend dire « ouais, mais c'est les meilleures terres sur le plan agronomique, il vaudrait mieux aller bâtir sur les coteaux au-dessus de Clermont qu'en Limagne ». Je suis le premier à réagir et en utilisant une illustration. En tant que paysan, j'ai une parcelle, moi, qui est la plus mauvaise sur le plan agronomique. Et pourtant, elle est essentielle dans le fonctionnement du système de production parce qu'elle est à la porte de la STABU et c'est celle qui me permet de faire la mise à l'herbe au printemps. Et j'ai dit, voilà, elle vaut pas grand-chose sur le plan agronomique, mais sur le plan fonctionnel dans le système d'exploitation, elle est essentielle. Voilà, donc ma réponse, elle tient là-dedans. Pour moi, c'est pas l'idée de classement, elle n'était pas sous l'angle agronomique quand je l'évoquais. Voilà. Après, sur l'histoire de l'artificialisation, je suis tout à fait d'accord que c'est inquiétant parce qu'il y a effectivement ce qu'on peut dire, ce que tu as évoqué, mais je dirais même, si on retient cette définition-là, ça veut dire qu'on peut continuer sur cette logique de lotissement à 3000 m² de pelouse autour d'une maison. La partie artificialisée ne serait que du coup la surface de la maison. Donc, effectivement, ça peut continuer cette logique de retrait de terrain de leur fonction productive agricole pour les annexes de l'habitation, mais elles ne sont pas comptées dans l'artificialisé. Merci Alain, on voit bien toute la difficulté de cette définition et donc ce n'est pas qu'un combat de mots à partir du moment où c'est inscrit dans une loi. Robert et Rosalie. Rosalie ? Non, vas-y, dis si tu as quelque chose à ajouter. Non, j'ai pas,
Simplement, par rapport au classement, je rejoins tout à fait ce que dit Alain. Le problème, c'est le classement. Enfin, il n'y a pas à s'immiscer, à accepter des classements de valeur agronomique, parce que enfin, tout terrain où les végétaux terrestres se développent, tous ces terrains-là ont différentes fonctions écosystémiques. Et aujourd'hui, que ce soit, on a vraiment besoin de tous les terrains, que ce soit par rapport à la biodiversité, par rapport au stockage du carbone, par rapport au stockage de l'eau, à la gestion de l'eau. Donc, il nous faudrait 3 planètes de plus pour pouvoir stocker plus de carbone par les sols et les arbres, pour pouvoir donner de l'espace pour la biodiversité, pour éviter l'érosion de la biodiversité. On est bien dans un système de rareté, et donc il ne faut pas commencer à essayer de classer agronomiquement les terres. Merci Robert. Rosalie? Écoute, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce point, à moins qu'il faille conclure. Je vous laisse quelques mots de conclusion. Si tu veux les faire, Rosalie, je te laisse le faire. Puis après, je clôturerai le webinaire. Écoute, comme conclusion, je ne sais pas, je pourrais dire que là où c'est effectivement la logique des marchés fonciers, aujourd'hui, c'est une exclusion qui est arbitrée surtout par le pouvoir de l'argent. Et donc, il y a quand même il y a une diminution du nombre des unités de production, du nombre d'entrepreneurs, et qu'il faudrait sortir de cette impasse-là et entrer dans une logique de projet qui permettrait donc de favoriser l'installation en augmentant le nombre de porteurs de projets, d'augmenter la valeur ajoutée à l'emploi, de contribuer au maintien et à l'amélioration des fonctions des espaces agricoles, et voilà, qu'il y ait plus d'équité dans l'accès au foncier. Même si une conclusion très, c'est juste pour résumer un peu le sujet. Merci Rosalie. Robert, tu veux rajouter quelque chose et après je clôture le webinaire. Je pense que le problème de l'évolution des unités de production, c'est un problème qui intéresse toute la société et qu'il est urgent d'intervenir, parce que les restructurations, les agrandissements, la concentration des terres se fait à une vitesse très rapide, que ce soit en France et dans les autres pays européens. Et le dernier point, c'est qu'on ne peut pas imaginer une PAC qui ne tienne pas compte de l'hétérogénéité des structures agricoles à travers l'Europe. On ne peut pas dire soyez concurrents avec des structures agricoles aussi énormes. Et donc, la PAC qui, en 1960, dans les années 60, devait mettre en place une politique des structures, doit le mettre maintenant. Et ça se fera avec l'Europe, l'État et avec les collectivités locales au niveau du terrain. Merci. Je laisse éventuellement Alain prendre la parole s'il le souhaite. Sinon, il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre participation. Quelques points techniques, vous pouvez retrouver donc la note sur le foncier sur le site internet ut2a.fr, elle est en ligne. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de nos travaux, notamment pour répondre aux questions sur la politique agricole commune en cours de négociation. Si vous souhaitez suivre nos travaux, ne rater aucune de nos notes et de nos activités, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter, vous avez reçu le lien par mail. Et si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez utiliser l'adresse mail qui vous a envoyé le lien de connexion. On vous répondra très rapidement. On essaie de répondre à chaque fois. Je remercie bien évidemment Rosalie, Alain et Robert pour le travail de rédaction, de synthèse, de formalisation de cette note.
On a pris beaucoup de plaisir à la travailler au sein du laboratoire et on espère qu'elle sera utile au débat. En tout cas, c'est pour cela qu'on mène ce travail. Merci pour votre participation au webinaire, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Voilà, restez connectés sur nos différents réseaux pour ne pas louper le prochain webinaire, notamment. On vous retrouvera avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et tous. À très bientôt. Au revoir.